Voilà. Maintenant, nous allons aborder la deuxième table ronde qui concerne la vie professionnelle. Et pour ça, nous accueillons Madame Odile Fogelman, qui a créé avec son mari une agence de design, et Monsieur Romain Seignouvert, qui travaille dans un réseau mondial de communication, et Monsieur Daucher, qui reste avec nous. Bienvenue. Vous avez chacun votre micro. Vous avez... Oui, vous avez le même. Voilà. Merci. On va commencer avec vous, Romain Seignouvert. Vous êtes titulaire d'un... Je vais essayer de ne pas perdre complètement ma fiche. D'un master. Alors, vous êtes un cas, non pas particulier, mais complètement contemporain, de divers masters en sciences politiques et droit, de l'IEP de Rennes, de l'Université Ingolstadt en Allemagne et de l'Université de Salamanque en Espagne. Ça fait quand même pas mal. Enfin, vous êtes l'exemple même, si ce n'est d'Erasmus, enfin, en tout cas de ces jeunes qui, pour lesquels l'Europe, le seul problème, c'est la langue. Enfin, vous, ça ne vous a pas posé à vous de problème, mais il existe quand même pour les autres. Vous avez été stagiaire au sein de la représentation de la Commission européenne en France, du Parlement allemand et de la chaîne de télévision Euronews. Manifestement, c'était pas mal déjà. Et puis, vous travaillez à l'heure actuelle pour MSL Group Bruxelles, qui est un des éléments du groupe Publicis, qui ne fait pas spécifiquement de la publicité, mais de la communication, voire du lobbying. Voilà. Donc, vous êtes complètement dans le monde aujourd'hui. Pardon, je n'ai pas précisé que vous avez 25 ans. Donc, vous êtes complètement en devenir. Belle pousse. Est-ce que vous avez, à 25 ans, estimé déjà d'avoir roulé votre bosse? Ah non, pas du tout, non. Là, je commence tout juste. J'ai 2 ans d'expérience, donc non, j'ai pas roulé ma bosse. J'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? L'expérience professionnelle, l'expérience des hommes? L'expérience professionnelle, complètement. Pour l'instant, il manque encore plein de domaines à découvrir, de présentation de soi, de confiance en réunion, ou même voilà, d'expérience. Ça compte beaucoup dans le milieu professionnel. Vous n'avez que 25 ans? Oui, voilà. C'est pour ça, je n'ai pas roulé ma bosse, quoi. Non, mais certes, d'autres estiment qu'avec 25 ans, ils ont déjà beaucoup d'expérience, vu ce que vous avez déjà fait. Après, d'expérience professionnelle, peut-être pas, mais au niveau des études, oui, je suis passé dans plusieurs pays, donc ça, on peut compter comme des expériences, mais c'est plus des expériences de la vie personnelle. Voilà. On peut compter comme des experts, ça fait déjà vieux, ça fait senior, ça, expert. Non, j'ai pas dit expert, j'ai dit expérience. Allez, je ne sais pas si c'est la bonne question, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une mauvaise question. Est-ce que la retraite vous intéresse et vous fait peur? Non, pas du tout. Par contre, je ne la prépare pas encore. Non. La retraite? Non, la retraite ne me fait pas peur, pas à mon âge, et pas non plus comment elle est gérée actuellement ou par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur la démographie ou sur comment seront gérés les systèmes de retraite. Pour l'instant, c'est pas ma préoccupation. Tout ce qu'on a pu raconter ce matin, vous êtes au-delà de tout ça? Non, je dirais pas ça. Par contre, ce matin, j'étais très pris dans certains débats, dans d'autres sur le système. Ça me touche pas particulièrement encore. Je cotise, mais je me rends pas bien compte encore. Donc du coup, tais-toi et paye. Je préfère pas regarder. Je regarde ce qui arrive sur le chèque et c'est peut-être plus simple en fait. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Voilà. Mais cette retraite, est-ce que vous l'anticipez un peu ou pas? Est-ce que ça vous interroge au moins même? Moi, ce qui m'interroge, c'est par rapport à mon parcours, le fait de travailler. Là, en ce moment, je travaille en Belgique, je travaille aussi un peu en France, et mes inquiétudes, elles seront sur si je continue à être mobile, est-ce que j'aurai vraiment un système de retraite? Parce que comment ça marche? Est-ce qu'il va y avoir des compensations entre pays pour qu'à la fin, j'ai vraiment. Vous avez la réponse ou vous dites il vaudrait mieux que je sois fidèle à ma langue ou à mon pays, peu importe celui que vous choisirez? Alors, bon, je suis très pro-européen, du coup, voilà, je ne suis pas fidèle à un pays. Pour moi, d'être en Belgique, c'est comme d'être en Oui, mais France la question qui se pose, vous m'avez dit, c'est est-ce que ça ne sera pas plus compliqué, ma retraite, si je travaille en Belgique, en Allemagne
En Finlande ou je ne sais pas où encore. Enfin, c'est Pour un l'instant, peu trop froid, je reste. il fait trop froid en J'irai Finlande, plus c'est vers pas le vrai. sud. Quand vous irez, vous vous apercevez que c'est très bien. Les élans, Ah oui, en plus, on a. et les chiens de Ah bah, traîneau. Non, non. Euh, non, non, non. En fait, moi, du coup, ce que j'attends, c'est qu'il y ait plutôt une action concertée d'harmonisation au niveau européen pour que je puisse bénéficier un jour de quelque chose, voilà, qui soit un système qui soit viable. Par contre, ça, c'est sûr. Vous dites viable, c'est-à-dire que vous pensez quand même un petit peu à demain ou à après-demain. Oui, c'est une préoccupation, mais je ne vais pas jusqu'à m'informer ou m'impliquer dedans. Je vais pas Parce que vous êtes quoi? militer ou. L'oiseau sur la branche? Ouais, peut-être. Oui. Ça vous ennuie pas? Mais en C'est fait, pas ma préoccupation première. Quand on arrive sur le monde du travail, on commence déjà par sécuriser son emploi. On essaye, voilà, de voir les étapes d'après, de se trouver un logement, de savoir si on va rester dans la vie dans laquelle on est. On pense à on pense à l'immédiat d'abord. Je pense qu'on. Enfin, si on vous demande à vous, est-ce que vous avez regardé, vous pensiez à votre retraite au tout début? Je ne pensais pas nécessairement à ma retraite, mais je pensais à ce qui m'attend dans les mois, les années qui arrivent. J'ai rappelé tout à l'heure que c'est le rapport Lenoir qui m'avait terriblement interrogé, et c'était dans les années 60. J'avais été peut-être plus particulièrement sensibilisé ou solidaire des personnes âgées, des maisons de retraite, des maladies de la dépendance, etc. etc. Donc, mais pas pour autant que je pensais fondamentalement à la retraite. Vous avez 1000 fois raison. Comment vous imaginez-vous dans 40 ans? Dans 40 ans, c'est la même question que tout à l'heure, j'avais envie de me laisser surprendre aussi. Mais non, en fait, en pensant à aujourd'hui, je regarde aussi un peu l'actualité. Et clairement, un modèle qui inspire beaucoup, c'est, on a tous entendu dans l'actualité Stéphane Hessel, sa mort. Et quand on voit qu'à 95 ans, on peut encore être utile à écrire, à porter intellectuellement quelque chose et à avoir des idées, ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve de bien. Pas forcément dans être actif, pas forcément au niveau physique, mais voilà, d'apporter quelque chose intellectuellement, je trouve que c'est très important en fait. Hessel, c'est votre modèle, ou c'est l'un de vos modèles? Oui, enfin, c'est un modèle, oui, en tout cas. De voir un parcours comme ça et de voir que jusqu'au bout, on peut continuer à avoir un message et quelque chose qui, en plus, moi, je ne représente pas la jeunesse, c'est pas parce que j'ai 25 ans que je parle pour tous les jeunes, mais je trouve que par contre, il a très bien compris les enjeux aussi qui nous touchent. C'est vrai que 95 ans et le regard et la maîtrise qu'il avait de lui-même, ou que le ciel lui a donné de pouvoir avoir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et vous voudriez finir au moins comme lui. C'est bizarre, soyez rassurés. C'est bizarre alors qu'on est en train d'enterrer. Ouais. Dans 40 ans, comment vous vous projetez? Vie rurale, urbaine, marié, célibataire? Alors, ça c'est plusieurs questions déjà. Oui. Rural ou... alors déjà, je viens à la base d'Ardèche, donc je viens plus d'un monde rural, mais par contre, par mes études et maintenant mon travail, je suis plus, pour le coup, citadin. J'ai beaucoup d'exemples de gens qui sont revenus après au monde rural, justement, pour une retraite plus... moins dans le qui-vive permanent des villes. Là, j'arriverai pas à dire si j'ai envie je sais même pas quel âge la retraite. Je ne sais pas si à cet âge-là, j'aurais envie de retourner vivre en Ardèche ou ailleurs, ou si j'aurais envie de rester dans une ville. Ça dépendra s'il y aura Internet, s'il y aura peut-être une autoroute, s'il y aura une gare. Il n'y a pas de gare en Ardèche. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pas de gare. Vous avez toujours vos parents, vos grands-parents? Toujours. Mes Quelle grands-parents, relation côté maternel, oui. Quelle relation vous avez avec eux? Est-ce qu'ils sont des modèles pour vous? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ma grand-mère hier au téléphone, elle m'a dit « tu parles pas de moi ». Donc, elle m'a un peu interdit. Donc, comme je lui obéis peu, je vais parler d'elle. Et oui, je suis très proche de mes grands-parents maternels. Mes grands-parents paternels maintenant sont décédés. Pourquoi vous êtes proche d'eux? Déjà parce qu'il y a peu de différence d'âge. Ils ont eu ma mère est fille unique, donc ils ont eu ma mère dans les 20 ans, et ma mère après a eu ma sœur aussi dans les 20 ans. Donc du coup, ils sont encore très jeunes, ils ont dans les 70 ans. Et du coup, on a passé beaucoup de temps, quand on était jeunes, pour les vacances. Donc vous êtes connus depuis toujours,
De mes grands-parents? Oui. Oui, toujours. Oui. Oui, et puis ils nous suivent attentivement, j'ai ça pour moi et ma soeur et mon frère aussi. Ils suivent en permanence notre évolution, même s'ils ne comprennent pas toujours. Quand je lui parle d'Europe à ma grand-mère, ça lui échappe un peu. Mais vous essayez de leur expliquer? Oui, oui, toujours. Ça J'ai même marche essayé aussi d'expliquer un peu comment fonctionne Internet. Bon, quelques défauts, quelques ratés, mais on va persévérer, je pense. Enfin, je dis pas que c'est général, hein, mais bon, ma grand-mère, vous le dites pas que je lui ai dit ça, répétez pas. Non, on ne le dira pas. On leur enverra la cassette. Vous avez eu Internet. Ça a été, vos parents ont eu la première ouverture sur vos parents ou vos grands-parents ont eu leur première ouverture sur le monde avec la télévision. Vous êtes né avec Internet. Oui, pas tout à fait. Alors, au début, on avait encore quand même le modem très lent et à devoir se connecter pendant. Oui, mais enfin, Mais bon, vous avez peut-être, ouais. découvert Internet plus jeune que vous ne l'ont découvert vos parents. Et surtout maintenant mon outil de travail aussi. Donc. Et maintenant, c'est un outil de travail. Vous avez beaucoup plus voyagé qu'eux, rien Oui, qu'en allant faire moi des aussi. études ailleurs. Oui. Votre regard sur l'environnement est naturellement différent. Est-ce que vos valeurs sont différentes? Alors là-dessus, je dirais pas tout à fait. Par rapport à mes grands-parents, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'ils m'ont clairement apporté en termes de valeurs, c'est l'effort du travail et les principes méritocratiques. Donc, Ce sont vos parents qui vous apportent un peu ça? eh ben, je dirais presque C'est plus pas les copains? mes grands-parents. Non, Ou vos du tout. grands-parents? Mes grands-parents, parce que ma grand-mère était Ou institutrice. votre propre bon sens? Ma propre croissance. Votre propre bon sens? Non, je Vous dirais que disant tout simplement, bah, si je ne bosse pas. oui, après, c'est pas facile de savoir d'où vient une idée, une motivation aussi. Je pense que l'environnement familial joue beaucoup quand même dans les motivations. Mais en tout cas, ils m'ont clairement apporté là-dessus, sur le goût de l'effort et du travail pour s'en sortir. Et ça, je pense que c'est des valeurs qui m'ont transmis. Après, on en a discuté auparavant. Je dirais pas non plus que j'irai refaire le même modèle familial qu'ils ont eu ou le même rythme qu'ils ont eu, d'avoir un travail le même sur toute une vie ou voilà, de se marier jeune, ce genre de choses. Non, je n'irai pas sur le même modèle. Je prendrai des valeurs, mais en adaptant à des modèles différents. Vous parlez de mariage, hein, Romain. Est-ce que vous envisageriez de vivre une relation amoureuse, voire maritale, hors mariage? Ah oui, complètement, oui. Mais je pense que... Je ne veux pas vous choquer. Non, mais je Non, pense mais que vous c'est... choquez pas. Je vous pose une Je pense question. aussi c'est d'abord maintenant dans notre génération c'est aussi une étape après qui peut évoluer vers le mariage, mais c'est une étape qui commence par là aussi. Vous êtes sûr que vous êtes en accord avec notre Sainte Mère l'Église? Oui, tout à fait. Vous dites oui, tout à fait, mais je le respecte. Voilà. On aura l'occasion de voir demain jusqu'à quel point vous pouvez l'être. Je vous remercie pour votre franchise. Merci. Avec vous, Odile Fogielman, vous avez quatre enfants. Je ne vous entends pas, mais ça va marcher. Voilà. Vous avez vu comme ils sont galants l'un et l'autre? Ils ont chacun tendu leur micro. Donc moi, bien sûr, Laure disait tout à l'heure qu'elle aimerait se laisser surprendre. C'est bon là? Oui, si vous parlez, Là, d'accord. la panne du menton. Voilà, donc bien sans doute que nous avons dû nous laisser nous surprendre aussi. Donc nous avons commencé par avoir nos enfants assez jeunes. Donc, et donc en effet 4 enfants. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ces enfants sont grands. Et nous avons donc souhaité donc créer notre entreprise. Donc c'est l'objet un petit peu aujourd'hui de mon témoignage. J'aurais donc un double témoignage en fait à faire. Donc ayant eu une vie professionnelle, enfin pour mon mari, donc plutôt au sein d'une entreprise, et moi m'ayant on va dire consacré à la famille, mais pour le plus grand plaisir m'étant vraiment consacré pour le plus grand plaisir. Allez, on va être clair. Vous êtes deux. Vous avez au départ vécu une vie urbaine. Tous les deux une vie urbaine. Ensuite, Et puis, pof, vous avez décidé de prendre partir. du champ, de partir. Complètement. Et vous vous êtes mis au vert. C'est ça, tout à fait. En Mais gardant heureusement que la technologie était là. Alors voilà, en gardant un pied évidemment, et grâce à nos aînés, le progrès nous a permis effectivement de nous installer donc en province, donc dans un lieu assez retiré,
et grâce à Internet, donc de créer notre entreprise. Et ça marche. Et ça marche dans le sens où, il est vrai que les relations sont très importantes, donc on ne doit pas négliger évidemment les contacts réguliers avec nos clients, avec les personnes qui sont donc là indispensables à la bonne marche, on va dire, au bon fonctionnement et la poursuite des projets. Mais pour en revenir au tout début quand même à la création de l'entreprise, c'est vrai que donc nous avons eu recours à une association de seniors bénévoles qui s'appelle EG, et donc qui se trouvait donc en province, dans le Sud-Manche, là où nous avons souhaité nous installer. Donc qui est cette association donc EG qui donc veut dire Entente les générations. Entente génération pour l'emploi et les entreprises, et qui c'est vrai donc nous a énormément soutenus. Et je pense que là c'est un grand témoignage, on va dire, de ces personnes qui se mettent au service des créateurs d'entreprises, jeunes ou moins jeunes. Ils ont du temps, ils partagent des compétences qui sont pour nous d'une grande valeur. Et nous ne nous trouvons pas devant les administrations qui, effectivement, sont constamment à regarder le temps que, bien sûr, qui coûte de l'argent, comme tout à chacun le sait, pour eux comme pour nous. Et donc, il s'instaure vraiment un vrai rapport de conseil, je dirais, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, tout mélanger. Ils ne veulent absolument pas prendre le pas sur les professionnels qui, comme de droit, bien sûr, réclament un salaire à ce que l'on pourrait aussi attendre de leur part, mais eux, de leur côté, ils ont vraiment ce devoir de transmission. Ce plaisir de transmission, cette générosité de transmission. Vous avez dit devoir, plaisir, générosité. Générosité, on le sent. Dans leur discours, il y a une vraie générosité. Et ce temps, pour nous, qui est bien sûr sacré au départ, quand vous vous consacrez... Vous en aviez conscience au tout départ ? Oui, bien sûr. Dès le départ, j'en avais conscience. Bien sûr que ces personnes m'ont été proposées donc, en lien, et ça, je trouve que nous habitons quand même en France, dans un très beau pays, dans lequel nous avons aussi cette chance d'être, moi je pense, considérablement aidés dans nos projets, quand on a donc un bon projet, un vrai projet écrit, que nous nous adressons à nos administrations. En général, nous avons des relais quand on exprime un projet clair, et donc ces relais sont bien sûr d'ordre tout à fait public et administratif, mais pour autant aussi, ils nous indiquent, ils nous envoient vers ce genre d'associations qui ont le mérite d'exister et qui sont vraiment acteurs sur le terrain. Très entre nous, vous êtes installé dans un trou perdu de la Manche. Oui. Dans la baie du Mont-Saint-Michel. Mais trou perdu tout de même, pour une activité qui doit vous faire vivre autrement que du tourisme. Nous ne sommes absolument pas dans ce secteur d'activité qui est le tourisme. Simplement, quand nous parlons à nos clients parisiens de la baie du Mont-Saint-Michel, on voit ce petit regard rêveur qui parfois permet d'étendre l'atmosphère, ce qui n'est pas désagréable. Et ils ont raison de le voir comme ça. Oui, je pense. Ça leur permet de se déstresser un peu quant à leurs impératifs et rythmes parisiens auxquels parfois ils ont quand même eux aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? C'est peut-être très indiscret. Mais disons que dans ce double témoignage, je voulais aussi parler de ma famille. Et donc, quand mon mari m'a demandé donc, de l'accompagner dans ce projet de création d'entreprise. C'était avant ou après votre mariage ? Après notre mariage, après les 4 enfants, après que nous soyons quand même déjà bien avancés dans la vie, mais quand même encore dans l'idée de nous laisser surprendre et donc de nous engager, parce que c'est vrai que c'est quand même une démarche qui n'est pas neutre, qui bien sûr engage aussi toute la famille. Et donc dans ce projet, peut-être que sur le moment je ne m'en suis pas aperçue immédiatement, mais c'est vrai que j'ai vécu dans une famille avec des parents qui étaient riches de ce plaisir d'entreprendre, père dirigeant d'entreprise, et qui bien sûr, avec toutes les difficultés que ça a pu comporter, nous a aussi montré bien souvent les très beaux aspects que de voir une entreprise croître, évoluer dans des périodes qui, certes, à certains moments ont été très prospères et très belles, mais qui aussi ont eu, à leur temps, aussi des difficultés
comme chacun connaît, la crise du textile, puisque nous habitions dans le Nord et nous avons donc traversé cette fameuse crise. Et puis une maman qui était à la maison, mais très entreprenante aussi, à son tour, donc dans des démarches de bénévolat justement, mais qui nous a été, tous les deux nous ont été donc un très bel exemple. Et je pense que ça compte. Et le jour où vous vous engagez, je pense que d'avoir ces exemples en tête, ça vous permet aussi d'avoir plus d'assurance et le goût de l'effort, le goût d'avancer, oui. de créer. Le goût de l'effort, d'avancer, c'est très bien, Odile, mais malgré tout, il y a des clients en face qui ne sont pas faciles à convaincre. Oui. Ben oui. Là, il vous est arrivé de regretter ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que la génération d'avant a pu vous apporter directement, en ligne directe, ou Mais je pense que c'est vraiment cette transmission, je pense, justement, du goût de l'effort et de savoir surmonter les obstacles, parce qu'effectivement, dans cette tension économique dans laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés tous les jours face à évidemment des gens qui ont leur raison quelque part à certains moments d'être très exigeants, de nous rappeler que hormis la création, il y a aussi toute la partie commerce et économique. Ce qu'il faut, c'est leur rappeler que il faut aussi revenir aux valeurs. C'est le goût de l'effort qui fait bouillir la marmite à la fin du mois ? D'une certaine manière, oui. Je pense que d'être téméraire dans son projet, de ne pas reculer devant l'obstacle, d'accepter la difficulté, parce que de toute façon, il y a heureusement au bout, et ça j'en suis certaine, pour tout à chacun qui se donnera cette force de vouloir vaincre toutes ces difficultés, une forme de réussite et de plaisir et de partager. De toute façon, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, pour que... Je reviens à Égée. Ça a été le déclic pour vous, pour votre époux ? Non, je ne dirais pas le déclic, puisque nous les avons rencontrés au cours de la création de cette entreprise. Ils ont été acteurs, donc dans notre démarche de vouloir entreprendre. Pas directement moteur, parce que je pense qu'on ne peut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Je pense que la grande motivation, on doit la trouver en nous. Chacun doit être vraiment responsable. C'est un vrai boulot, ça. C'est un travail, mais justement, d'équipe. Je pense que c'est aussi très important de savoir s'entourer et d'aller chercher tous ces liens qui nous permettent justement d'arriver à une forme de réussite après. Odile, il fallait être deux, il fallait que vous soyez deux. Oui, bien sûr. Pour conduire le projet. Bien sûr, deux, et puis toutes les compétences extérieures que nous avons pu aller chercher, mais bien sûr. Commentaire sur tout ça, Patrice Diochet. Alors là aussi, j'avais préparé. Oui. C'est bon, oui. C'est bon, c'est ça bon. Marche. Ça marche. Donc là, j'avais préparé plein de choses. Je voudrais dire quand même que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Oui. Donc ça va peut-être faire un petit préambule qui pourrait vous surprendre par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je me suis fixé une priorité et trois grands principes dans le monde du travail par rapport à l'action syndicale et par rapport à l'inspiration sociale chrétienne. C'est ma priorité, c'est d'être d'abord être extrêmement attentif aux plus faibles et aux plus démunis dans l'entreprise et savoir écouter la masse silencieuse et pas les gueulards, excusez-moi l'expression. Mais la masse silencieuse, elle est importante et souvent on ne l'écoute pas. Ça, c'est ma priorité essentielle dans mon action syndicale. Mes trois grands principes, c'est le caractère sacré de la dignité humaine, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça s'impose devant toute autre considération. Et je peux vous garantir que... Vous avez raison de dire cela, non, mais est-ce que c'est entendu par les autres ? C'est entendu par les autres, et par rapport à cette intransigeance du respect de la dignité humaine, je sais être autrement plus dur que d'autres organisations syndicales, parce qu'on ne transige pas par rapport à ça. Alors évidemment, c'est dur, c'est très dur. Monsieur Diochet, si vous permettez... réaliste. Non, je ne vous permets pas. Une seconde, je veux finir sur ce point-là. Oui. CFTC, c'est bien, mais c'est quand même pas un syndicat majoritaire, globalement. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on ne sera jamais un syndicat majoritaire. On ne fera jamais des scores de 30 à 40% par rapport à notre type de syndicalisme. On ne recherche pas la même chose. On n'a pas le même objectif. Nous, l'objectif, en tout cas, c'est l'épanouissement des salariés. Le salarié peut aussi s'épanouir dans l'entreprise. Vous pouvez être compris par les autres ? On a des difficultés au début, effectivement, de pouvoir
avoir un même objectif. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Il y a des copains qui sont dans la rue, qui ne sont pas d'accord par rapport à un accord qui a été signé, et puis d'autres qui ont signé l'accord, partant du principe qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et dans l'accord, on parle aussi d'intergénérationnel. Donc voilà, c'est des différents types de syndicalisme. Moi, je suis... On ne parle pas de commande pas, mais d'accord. Il y a aussi pour moi l'autre grand principe, eh bien, c'est le bien commun par rapport à l'intérêt général. Pour moi, c'est aussi essentiel. Et puis le dernier point, c'est le dialogue social. Mais quand je dis dialogue social, sous toutes ses formes, la négociation, la conciliation, la médiation, l'échange, l'information. Voilà. Et c'est des temps essentiels pour pouvoir avoir un bon spectre vis-à-vis de l'ensemble des salariés dans l'entreprise, les jeunes et les moins jeunes. Mmh. Alors, aujourd'hui, ou en tout cas en Alsace, un thème qui me tient à cœur, c'est les femmes de plus de 50 ans. Les femmes de plus de 50 ans, par exemple en Alsace, plus dans le monde rural, voire périurbain, pour beaucoup, elles sont au chômage de longue durée. Et ça représente à peu près 50% de l'ensemble des chômeurs de longue durée. Et on les retrouve dans le monde rural tout simplement parce que, à l'époque, en Alsace, il y avait le plein d'emploi. Les salariés partaient du principe qu'ils n'avaient pas besoin de se former. Le patron disait ben, c'est pas la peine. On l'a entendu ce matin, il y avait le plein d'emploi. Sauf qu'en Alsace, il y a une particularité. C'est la région où il y a le plus de patelins. C'est la région donc où il y a le plus de très petites entreprises, voire PME. Et ces 10 dernières années... Voire TPE. Oui. Voire TPE. Et ces 10 dernières années, en tout cas en Alsace, ces très petites entreprises ont fermé. Et qu'est-ce qu'on fait de ces femmes qui ont plus de 50 ans, souvent pas de moyens de locomotion, dans zone rurale, pas de formation, rien du tout. Et là, donc, il y a un vrai problème à prendre en compte, certainement intergénérationnel, et à s'occuper. Et pourquoi pas l'apprentissage à plus de 50 ans? Et pourquoi pas? Est-ce que l'apprentissage est réservé aux jeunes de 25-30 ans? Parce qu'à partir de 50 ans, vous êtes considéré comme stérile. Oui, on va bien revenir sûr. sur ce que j'en disais ce matin Bien et sur sûr. un constat qui est fait globalement, c'est pas pour autant que je le partage. Hein. Autre point dans l'entreprise, là aussi, je suis, comme mon organisation syndicale, on est très attaché à pouvoir discuter des liens de transmission de savoir entre les jeunes et les moins jeunes. On ne peut pas parler de plus de 50 ans ou de 45 ans, ça dépend dans quelle entreprise on se situe, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 45 ans, on est déjà considéré comme senior. On ne peut pas parler des seniors sans parler des jeunes. Je pense que c'est un maillage, c'est un couplage entre les deux. Et c'est essentiel de mettre en place un certain nombre de dispositifs, que ce soit en temps partiel, que ce soit d'organiser le travail, que ce soit sur les conditions de travail, que ce soit la mobilité pour aller à l'entreprise, que ce soit le télétravail aussi, pourquoi pas. Eh bien, ce maillage est indispensable. Alors, le problème, c'est qu'en face, on nous dit toujours, bah oui, il n'y a pas de problème, bien sûr que c'est indispensable, monsieur Diochet, il n'y a pas de problème. Mais en pratique, il y a un gouffre entre la théorie et la pratique. Notre job, notre boulot, c'est essayer d'acculer l'ensemble des DRH pour leur faire comprendre que c'est un plus après pour l'entreprise. Pas à court terme, mais à moyen terme. Parce que Dieu sait si ça coûte. Et je suis bien placé dans mon entreprise où j'ai vécu des moments extrêmement dramatiques. Votre entreprise, c'est France Télécom. C'est France Télécom. Donc j'ai connu toute la période, vous avez vu dans les journaux, 2008-2009, où il a fallu virer 22 500 personnes en l'espace de 2 ans. Vous y avez contribué, vous Moi, j'ai essayé de contribuer. Alors, je ne sais pas si j'ai 2 minutes, mais là, on voit bien le type de syndicalisme CFTC et les autres organisations syndicales. Les syndicats majoritaires dans cette entreprise, c'est la CGT et Sud. Bon. Et eux savaient très bien, mais ça les arrangeait, la situation. Mais sans s'en préoccuper, tout simplement parce que
ça faisait arriver des adhérents, du moment que ça bougeait dans l'entreprise, c'est un scandale, bla. Bon. Et on a alerté, nous, CFTC, l'entreprise. Mais on n'a pas voulu nous écouter. C'est plus facile d'écouter. Classique. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, j'ai un soir, un samedi, un militant CFTC qui m'a téléphoné pour me dire « Patrice, je vais me suicider ». Il vous dit ça froidement. Ah oui, oui, oui. Ah, mais de toute façon, quand la décision est prise, les gens en parlent froidement. Je connais bien le sujet et je pourrais en parler Il y a ceux qui n'en parlent pas qui font. de long en large. Et donc, j'ai essayé de le raisonner. Et je me suis permis de téléphoner au DRH du groupe France Télécom, 150 000 salariés, à l'étranger, un samedi soir à 23 h, sur son portable, pour dire « Monsieur Barbero, il y a un vrai problème là. Et si c'est la CFTC qui vous le dit, ça donne encore plus de poids par rapport aux autres organisations syndicales, par rapport à cette exigence CFTC. Mais je devais le dire, je devais lui expliquer. Pendant plusieurs semaines, il n'a rien fait. Et je me suis emparé, malheureusement, des médias pour faire en sorte, pour que les médias m'aident à trouver une situation dans cette entreprise. Une solution 22 500, hein, il n'y a pas de secret. C'est voulu, pensé, réfléchi, méthode militaire. Le manager, lundi matin, on lui dit il faut virer ceux à partir de 55 ans, donc vous en virez 10. Et puis le vendredi soir, le salarié apprend que, et puis il est viré, quoi. Il prend même pas son crayon, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que ce C de chrétien a quand même toute sa signification. Et oui, il a toute sa signification. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui, et entre autres, donc on a essayé de faire le lien ou le lien entre les autres organisations syndicales, l'entreprise, le monde extérieur, pour essayer d'extirper tout le monde vers le haut, et l'entreprise et les salariés, parce qu'on est sur le même bateau. Et là, il faut bien essayer de trouver un compromis et pas une compromission. Et nous avons mis en place un certain nombre d'accords, précisément pour les seniors, parce qu'il faut savoir que 22 500 personnes qui partent dans une entreprise, ils partent avec le savoir, ils partent avec les compétences. Et je peux vous garantir que les jeunes qui restent dans l'entreprise, ça a été dramatique pour eux aussi. Oui, comment je fais oui. Comment je fais Oui. Donc on a mis en place un certain nombre d'accords pour essayer de mettre en place ce maillage ou ce couplage entre les aînés et les plus jeunes, que ce soit sur un accord sur l'organisation du travail. C'était unique en France, ça n'existe pas. Vous avez des accords sur les conditions de travail qui sont bien plus faciles à négocier, mais un accord sur l'organisation du travail, et ça c'est extrêmement important pour les aînés, ça c'est d'une autre portée. Bon. Et qu'on a mis en place un accord sur la vie professionnelle et vie privée pour essayer d'apporter un plus auprès des aînés de plus de 50 ans. Donc voilà la signification du mot chrétien que j'essaye, moi, à mon petit niveau, à mettre en place dans l'entreprise. Et sans pour autant faire de prosélytisme pour essayer de récupérer des adhérents. Non. Alors si on peut, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une fin en soi. La fin, pour moi, c'est je me sers de la CFTC, de l'action syndicale, pour essayer de nourrir, pour apporter un mouvement de pensée dans notre société française. Alors, ça peut être, certains font dans d'autres organisations. Moi, je le fais dans mon organisation syndicale. Voilà. Parce que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis et il y a du boulot, quoi. Et pour finir, on parlait de mieux vivre ce matin ensemble. Le mieux vivre a été inventé par la CFTC lors de la campagne prud'homale à partir de 2005. Et on l'a mis en exergue. Et ce qu'on est content, c'est que tout le monde reprend. Et la CFTC, c'est la vie à défendre, avant tout. Voilà. Bon. Je vous entends. Je vous ai observé. Madame Fogelman vous a applaudi. Et Romain Signevert s'est serré les mains.
Oui, mais j'ai vu surtout que vous frottiez les mains. Je n'ai pas dit frotter par satisfaction. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de la réflexion, de la méditation dans ce mouvement, dans cette gestuelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Et vous, par rapport à ce qui vient de dire plus particulièrement par M. Diochet, vous devez être assis dessus. Non, Non. Non, mais j'écoutais, c'est vrai que pour le coup, voilà, quand on nous disait expérience tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose du monde du travail que je connais pas du tout, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage pour mener tout ça, et ça questionne aussi sur l'organisation du travail au niveau global. Quand on arrive tout frais des études, on est peut-être un peu aussi naïf de comment fonctionne le total, et quand on remarque aussi ces histoires, ça pose des fois question. Mais ça vous a semblé réel? De toute façon, j'avais suivi. Non, j'avais suivi aussi, comme tout le monde, dans les médias. Donc, Oui. devoir en avoir un témoignage vu de l'intérieur, c'est aussi fort. On vous a dit merci. J'en attends pas. Mais une poignée de main, c'est plus important. Je pense que surtout ce grand témoignage, c'est qu'on fait tous partie d'une grande chaîne et chaque maillon a sa place. Et je pense qu'on pourrait imaginer qu'on ne peut plus, dans des groupes aussi importants, réagir justement dans ces grands moments de crise, alors que finalement, on a un témoignage aujourd'hui de votre part qui donne confiance finalement. Je rappelle que vous avez 52 ans, monsieur. Donc, vous êtes déjà sur la touche, potentiellement. Heureusement que vous êtes travailleur protégé. Répondez. Je ne dis rien. Un mot encore. Par rapport à la thématique générale qui est la nôtre, les retraités, quelle richesse pour notre société, par rapport à tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous en tirez, madame? Moi, je pense que, évidemment, que nos aînés sont nos exemples. Vous ne pouvez pas dire le contraire, mais enfin, plus. Plus, ils sont de réels, pour moi, enseignements. Et je souhaite en être de même pour mes enfants et pour mon petit-fils, puisque j'ai un petit-fils aussi. Donc, l'exemple, je veux dire, que nous avons, nous, devant nous. Ça vous parle, ça vous concerne? Bien sûr, bien sûr. Au-delà on a tous en tête un exemple d'un professeur qui aura pu être pour nous comme un maître. Le déclic. Et donc qui nous aura un jour évidemment donné ce déclic. Et donc dans la famille, ou comme disait cette personne tout à l'heure, pas exclusivement dans la famille, ça peut être dans l'environnement proche. On l'a vu, on l'a touché. Évidemment. Et il a ça, provoqué ce fichu déclic. Évidemment. Monsieur Nevers, Monsieur Diochet. Je vous avoue très franchement, je ne connaissais pas le mouvement chrétien des retraités ou des retraites. Des retraités. Non, là je le fais exprès. MCR, parlez de MCR, oui. Ça fait plus. Donc je ne connaissais pas du tout. Donc ça m'a permis de voir que voilà, il y a différents organismes qui s'occupent de ce sujet-là. Moi, je reviens sur l'écoute, le partage, la solidarité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trois mots extrêmement forts entre les générations. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'on arrive même à 4, voire 5 générations. 4 en tout cas, 4 générations. Voire 5 bientôt qui vont se côtoyer. Alors qu'il y a 20 ans... Pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que là, il faut apprendre complètement. Enfin, c'est pas facile. Façon de parler. Dans le temps, les générations étaient plus horizontales, avec beaucoup d'enfants, et peu de générations verticales, en tout cas me semble-t-il. Maintenant, c'est des générations plus verticales, avec moins d'enfants. Alors peut-être plus de temps à s'occuper. Mais on voit que c'est bien parti. Moi, je suis un éternel optimiste et un affectif. Donc, avec ça, on est sauvés. Si tous les syndicalistes pouvaient être comme vous. Romain, le mot de la fin. Il n'y aura pas de questions. Comment? Il n'y aura pas de questions du public? Pour l'instant, je vous propose le mot de la fin. On verra tout à l'heure. Non. Moi, ce que j'ai dit en 2 mots, je dirais transfert tout simplement de connaissances, échange de bonnes pratiques.
moi, ce que j'ai le plus appris d'une ancienne chef, c'était justement ce don, voilà, de l'expérience clairement qui m'a beaucoup appris. Et nous, de l'autre côté, en tant que jeunes, on peut apporter rafraîchir un regard, un discours. Voilà. En les ayant écoutés, en les ayant observés, en les respectant. En observant, en respectant. Mais moi, je trouve qu'une bonne relation, c'est quand elle est aussi respectueuse aussi des deux côtés. Elle écoutait aussi énormément mon ancienne chef, ce que je pouvais lui apporter de nouveau. Vous croyez vraiment que je vais vous croire? Ah bah oui, vous pouvez. 25 ans, vous avez naturellement les dents longues, j'espère pour vous. C'est bizarre comme portrait que vous faites de la jeunesse quand même. Non, j'espère pas. Vous savez... Je cherchais. Oui, il m'a cherché depuis tout à l'heure. Oui, et je l'ai. Mais enfin, malgré tout, vous avez la vie devant vous. Oui. Et vous savez qu'il va falloir vous battre complètement. Parce que c'est justement, ou les autres ou vous. Et ben justement, ce qu'il y a de bien avec des générations où il y a vraiment un grand écart, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Avec un petit Il n'y a pas de écart. concurrence avec les seniors. Non. Oui, parce que naturellement, ils vont partir. Oui, mais les jeunes aussi sont plutôt précaires aussi dans l'emploi. Donc, pour le coup, il y a pas, moi, je ne vois pas de concurrence. Il y a plutôt un enrichissement mutuel. Alors que si on prend une génération qui est un tout petit peu plus âgée... Odile, prudence, attention. Il a les dents, les dents longues, c'est pour vous. Voilà. Il peut prendre ma place. Hein. Je pense que les jeunes émettent des signaux qui sont très importants et que nous, justement, déjà leurs aînés, quelque part, nous devons décoder tous ces signaux pour que tout se passe justement de concert et pour pouvoir toujours évoluer. Le bien d'une entreprise, c'est de toujours justement aller vers le meilleur. C'est vers une ascension de compétences. Est-ce que je peux conclure en disant ou en rappelant Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche. Pardon, Père ? Gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Oui. Attention, danger de tous les côtés. Moi, je ne le prends pas du tout comme un danger, au contraire. Toujours un Prudence. enrichissement. Non, un enrichissement donc, qui permettra de toute façon C'est bien. d'obtenir le meilleur pour chacun et laisser justement quelque chose de beau. Merci à vous trois. Merci à vous trois.